Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'édition l'hebdo, donc l'édition du vendredi qui dure 1 heure. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé, ça va bien? Oui, toi? Oui, super bien. Alors, on commence tout de suite avec notre sujet chaud de l'heure, la COVID. Oui. Alors, pour la vallée de la Matapédia, bonne nouvelle, on est encore à 18 cas. Ça fait plusieurs jours que ça reste à 18, que c'est stable, oui, effectivement. 9 cas de plus aujourd'hui pour le Bas-Saint-Laurent, pour un total de 342 cas. Oui. Alors, modification de... Oui, mardi, je vous ai dit que dans la zone rouge, il y avait Chaudière-Appalaches au complet. Mais là, ça a changé pour Montmagny, Etchemin et Lisieux. Lillet, oui. Lillet. Oui, ils ont resserré un peu le palier rouge. Là. Oui, dans le fond, c'est rendu orange pour ces 3 secteurs-là. Oui. Aussi, pour les gens dans la zone rouge, il y a une aide financière que le gouvernement a développée. Vous savez que le gouvernement fédéral ont différents programmes depuis mars pour couvrir les salaires. Oui. Le gouvernement provincial a décidé aussi d'embarquer, de donner. Alors, il rembourse 80 pour les loyers, les taxes, l'électricité et autres dépenses importantes pour finalement les citoyens, là. Pas les entreprises. On parle des particuliers. Là. Ah, OK, parfait. Bien, c'est une bonne chose. Oui. Côté pour COVID... seulement, par exemple, le mois d'octobre, je tiens à dire. Oui, c'est vrai, c'est jusqu'au 31 octobre, on a vu ça. Oui. C'est vrai. Merci de le préciser. Dans les écoles, comment ça se passe? Dans les écoles, présentement, au moins 74 écoles ont un cas de COVID-19 et touchées par le COVID-19. Alors, on dit une école sur 5 à peu près qu'on est rendu. Au Québec. Au Québec encore. Et masque dans les classes, c'est pas encore nécessaire pour l'instant, malgré ces résultats-là. Oui, il y a des profs qui le demandent, ça. Oui. Il y a dans d'autres provinces, c'est la règle. En Ontario, en fait, les élèves ont les masques en permanence dans les classes. Pas encore au Québec. Peut-être que ça va s'en venir. Si on tombe en rouge, on ne sait jamais. Hein? Oui. Oui. Ensuite, les codes rouges, le code rouge, oui, les codes rouges. Le palier rouge, ça fait mal aux bars et aux restaurants. Oui, point de presse qu'il y a eu hier pour les restaurants et les bars. Ils vont obtenir un pardon sur leur prêt jusqu'à 15 000 parce que vous savez, quand il y a eu, la semaine passée, ils ont annoncé qu'ils tombaient dans la zone rouge, les restos et les bars. Il y a eu beaucoup de frustration et on peut comprendre. Donc, 15 000 pour compenser certains frais fixes, donc pour octobre, pour ceux qui sont dans la zone rouge encore, et même pour ceux qui font des livraisons. Parce que même si tu fais des livraisons, là, il n'y en a pas beaucoup qui... C'est pas vraiment rentable à 100 là, on va se le dire. Oh non, on fait pas le même volume de vente que si c'était ouvert. En plein ça. Ce qui est quand même très apprécié probablement par les propriétaires de ces établissements. Oui, donc ça va payer les taxes municipales et scolaires, loyers, intérêts payés sur les prêts, hypothécaires, électricité, gaz, assurance, frais de télécommunication, permis et frais d'association. Si les commerces, les restos et les bars veulent plus d'informations, c'est sur Investissement Québec ou Ministère de l'Économie, le site Internet. Puis, pour le besoin de financement, ceux qui ont besoin de moins de 50 000 il faut qu'ils s'informent avec leur MRC, faire affaire avec leur MRC. Parfait. Puis, pour ceux que c'est plus que 50 000 c'est avec Investissement Québec. Ah, parfait, ça. Encore de la COVID, hein? La chasse bat son plein dans la Matapédia. Il y a des restrictions à avoir quand on est des chasseurs? Non, mais c'est finalement pas tant que ça. OK. Si tu es un citoyen qui vit dans la zone rouge et tu t'en vas dans la zone orange, tu peux. Ou jaune, tu peux, mais ils demandent que tu fasses ton épicerie et tes templettes dans ta zone rouge. Ah, OK. Un peu comme que finalement, on disait là, au printemps, quand il y a eu le camping, et tout. Là. Donc, après, c'est ça. Quand tu tombes tu changes de couleur, ben tu restes un peu en... Parce que finalement, dans le bois, tu es un peu en isolement. Là, donc, il n'y a pas vraiment de danger, normalement. Il ne faut pas se voisiner avec les autres gangs de chasse s'ils ne sont pas de la même zone que nous autres. En plein ça. Ou tu peux demander aussi toujours à... souvent, vous chassez en gang, là, de demander au pire de la personne qui vient de la place d'aller faire l'épicerie et les emplettes. Ah! Bon, donc...
les chasseurs peuvent chasser. Oui. Aussi, la Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air, justement, donc les chasseurs. Chaque année, des opérations de sauvetage doivent être déployées chaque année. Donc, un petit rappel, préparation, c'est très important. Oui. Apporter, et surtout, apporter plusieurs choses au cas où qu'il se passe quelque chose de... Oui, c'est rare que ça arrive, mais de la survie, là, une couverture, de l'eau, de la nourriture sèche, toujours un bon point de départ. De quoi pour faire un feu aussi. Oui, de la lumière, aussi des couleurs flash. Et surtout, n'oubliez pas de donner des nouvelles à vos proches de façon régulière et de dire où vous êtes rendu. Donc ça peut donner une bonne piste pour la Sûreté du Québec si jamais il se passe quelque chose. Ah, très bonne idée, ça. Il y aura une manifestation anti-masque au Bas-Saint-Laurent. Oui, à Rimouski, demain samedi à midi. Même si il y a plusieurs gens qui déplorent, ça fait vivre beaucoup d'insécurité au maire, aux députés de Rimouski. Oui, il va y avoir une manifestation anti-masque demain midi devant le poste de la Sûreté du Québec en plus. À Rimouski. Oui, marche de 30 minutes est prévue et pour se conclure par un rassemblement au parc Beauséjour, en même temps qu'une quinzaine d'autres villes de la province. Rimouski, c'est pas juste Rimouski, là. Il y a plein de villes, il y a 15 villes, 15 à 16 villes, dans le fond, dans le Québec, qui vont faire ça en même temps. Les manifestants de partout au Québec, même ceux et celles qui habitent dans la zone rouge présentement, il y en a qui vont venir manifester à Rimouski. De là un peu aussi l'inquiétude. Donc, on espère que le masque, mais c'est anti-masque. Fait que finalement, on ne sait pas, là. Oui, mais depuis que nous sommes dans la zone orange, ils sont obligés de manifester qu'un masque. C'est ça. Je présume qu'ils vont, avec un masque, ils vont manifester pour l'anti-masque. Je sais pas, c'est nouveau tout ça, hein? C'est comme absurde. Donc, à suivre, on verra probablement des nouvelles suite à samedi de qu'est-ce qui s'est passé dans cette manifestation à Rimouski. Terminé pour le COVID, allons vers les bonnes nouvelles. La MRC aura une aide gouvernementale. Oui, bien, il y a une aide gouvernementale pour les MRC en général au Québec. La Fédération québécoise des municipalités a annoncé qu'une aide gouvernementale de 2,3 milliards de dollars a été mise à l'intention des municipalités et des organismes de transport collectif comme soutien pour les frais reliés toujours encore à la pandémie. Évidemment. On essaie de sortir du sujet, mais ça revient. Et une somme de 300 millions pour répondre à d'éventuels besoins en lien avec la deuxième vague, parce qu'on présume qu'il va y avoir des coûts encore rattachés à ça. Évidemment. Puis on ne sait pas encore quel montant que la MRC de la Matapédia va avoir, par exemple. Donc, en développement. C'est à suivre. Oui, tout à fait. Encore la MRC de la Matapédia, il va y avoir une carte privilège pour les nouveaux arrivants. Oui, place aux jeunes vallées de la Matapédia et la MRC de la Matapédia font appel à la générosité des commerçants, propriétaires d'entreprises et administrateurs des organismes matapédiens. L'objectif, c'est de recueillir des offres promotionnelles à remettre en 2021 à de nouveaux arrivants, finalement. Réduction, cadeaux, gratuité. Alors, le contact que vous allez voir en bas de l'écran, c'est les entreprises et organismes qui souhaitent offrir un cadeau. Il faut qu'ils rentrent en contact avec Karine Deschaines, qui est agente à la place aux jeunes à la vallée de la Matapédia. Oui, c'est intéressant ça, de faire ça présentement. Là, t'as dit appeler la générosité des entreprises. On le sait, là, tout le monde est en COVID. Par exemple, il y a plein de nouveaux arrivants qui viennent de la ville qui s'installent ici. Ça peut être une bonne façon de vous faire connaître, malgré que là, présentement, vous avez peut-être des difficultés financières, mais reste que ça sera des nouveaux clients. Oui, et emploi aussi. Et emploi qui viendront peut-être dans vos entreprises. Ça peut être une belle façon de vous faire voir par ces nouveaux arrivants-là. La ville d'Amqui, petit rappel concernant les collectes de déchets, de matières résiduelles. Oui, quelques rappels. Non au bac brisé, parce qu'à cause du poids, ça peut, finalement, avec quand il récupère... Oui, avec le camion. Avec le camion, ça peut faire des déchets au sol, finalement. Aussi, non au bac trop lourd, pour la même raison, évidemment. Non aussi aux terres, à la terre, au sable et aux roches dans le bac. C'est non. OK. Parce que ça va devenir trop lourd.
l'eau. C'est non! Vous pouvez aller porter ça à l'écosite. Oui, effectivement. Justement, les résidus de construction, produits dangereux, branches et encombrants vont à l'écocentre. Tout à fait. Et utiliser à la bonne couleur de bac, évidemment. Oui, on voit ça. J'ai même un de mes voisins, moi, qui a peinturé son bac bleu en vert puis il a écrit poubelle dessus. C'est non. Non. C'est non. Non. Fait que, un petit rappel, le bac vert ou noir, c'est poubelle, brun, c'est compost, et bleu, c'est recyclage. Oui, bon rappel. Donc, oui, mon rappel. En ville, des fois, le bleu, il est. Oui, En tout cas, oui, c'est mêlant. Ici, non, c'est ici, ça. c'est vraiment bien fait. Finalement, 2 bacs si vous avez 2 bacs ou plus, ou des boîtes à côté ou des sacs, des fois ça l'arrive, surtout quand on déménage. Ouais. Placez-les vraiment à 1 mètre entre, par exemple, vous avez 2 bacs, 1 mètre entre les 2 bacs ou 3 pieds parce que ça va aider finalement au camion parce qu'il y a des bras mécanisés. Oui, l'espèce de pince, il faut que ça ait de l'espace pour agripper la poubelle. poubelle. Oui, il y a besoin d'espace, Tout à effectivement. fait. Donc, ça va aider nos travailleurs Oui, tout à fait. avec les matières résiduelles. Ouais. Puis, aussi placer le bac la veille, bien sûr, pas le matin même, parce que ça se peut que vous ayez des mauvaises surprises, après 18 h, pas avant 18 h. OK. Puis, le bac à déchets et le bac bleu, c'est absolument, il faut que ce soit un bac roulant de 240 ou 360 litres. Aucun autre type de bac n'est accepté. Donc, il ne faut pas essayer de se créer un bac. Oui, ou de prendre des vieilles poubelles avec un couvercle là, qui se clip. Non, c'est ça marche pas. C'est plus accepté, malheureusement. C'est plus accepté. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toutes retrouver les informations que je viens de dire en bas de l'écran sur le site Internet de l'écosite. Écorégie.ca. Merci, Zoé. On parle de panier de Noël chez Moisson-Vallée. Oui, panier de Noël, on en a parlé mardi. Oui. C'est les mêmes informations, donc je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps. Mais j'avais dit que dans le fond, les gens de toutes les localités de la vallée sont admissibles, sauf Sébec et Sainte-Cléophase, mais ça a changé finalement. Oui. Alors finalement, tout le monde peut s'inscrire. Donc, on s'inscrit les lundis chez Moisson-Vallée. Oui, effectivement. De 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Oui. Bon, c'est la pandémie. Les entreprises, ça va moins bien. Par contre, on a une entreprise de la vallée qui, elle, agrandit. Oui. Bec Pointu, le Bec Pointu, qui font beaucoup de livraisons. Ils faisaient beaucoup de livraisons de base, je pense. Oui, ils font beaucoup de take-out. En fait, take-out. C'est que du à apporter là-bas. On ne peut pas manger directement. Donc, encore plus, vu que les autres ne pouvaient plus, finalement, on ne pouvait plus aller manger dans les restos, je pense qu'elle, finalement, ça allait aider la propriétaire. Probablement. Donc, projet d'agrandissement, ça va permettre d'augmenter sa capacité de production. Ça, là, comme on disait, la COVID-19, elle, ça ne l'a pas vraiment nuit. La construction pourrait être mieux adaptée aussi à la distanciation sociale que le gouvernement demande. Ben oui. Et puis, elle va fermer la boutique pendant 2 semaines à partir du 13 octobre prochain. Puis, c'est important de mentionner qu'elle a une importante subvention de près de 20 000 $ de la part des fonds Région et Ruralité, Expansion et Diversification, une collaboration avec la MRC de la Matapédia. Bon, alors, c'est le temps d'aller faire vos réserves de pâte au poulet. Dévaliser Stéphanie avant le 13 octobre. C'est ce que je ferai tout de suite après cette émission. Parce que c'est les meilleures pâtes au poulet du monde. Ensuite, un nouveau guide pour les activités gratuites offertes par Cosmos. Oui, Cosmos Matapédia, c'est vos activités gratuites, l'édition de l'automne 2020. Oui. C'est divisé en 3 secteurs de la Matapédia. Donc, il y a le secteur Est, qui est Cossapscal, Sainte-Florence, Saint-Alexandre-des-Lacs, Lac-aux-Saumons, Sainte-Marguerite et Albertville. Donc, c'est les activités dans ce secteur-là. Après, on a le secteur Centre, qui est Amqui, Saint-Léon-le-Grand, Lac-Amqui, Saint-Irène, Saint-Tarcisse et Saint-Vianney. Et pour finir, secteur Ouest, Sébec, Saint-Damas, Saint-Moïse, Saint-Noël, Sainte-Cléophase et Val-Brillant. Donc, si vous voulez faire des activités, un peu justement, financièrement, ces temps-ci, tout le monde, c'est un petit peu plus difficile. Un peu plus compliqué, oui. Donc, c'est des activités gratuites. Oui, et vous pouvez retrouver ce merveilleux guide sur la page Facebook de Cosmos, COSMOSS Matapédia. Vous avez ces informations-là. Oui, ou la page Facebook. Oui, bien la page Facebook, oui. Parfait. Et bonne nouvelle pour les grands amis de la vallée, hein?
qui était le partenaire des biscuits sourires. Oui, en septembre, on avait une semaine au Tim Hortons pour les gens de la vallée, à Amqui, au Tim Hortons. Tim Hortons, wow. Tim Hortons? On va le dire à la matapédienne au Tim Hortons. Alors, à Amqui, on avait une semaine pour acheter un biscuit. Ça nous coûtait $1. Ça donnait aussi $1 aux grands amis de la vallée, effectivement. Alors, le roulement de tambour. C'est 4 537 qu'on a ramassé. Donc, félicitations à tout le monde. Ben oui, vous avez été très généreux. J'ai contribué pas mal. J'ai mangé beaucoup de biscuits. Pour une fois que c'était pour une bonne raison. Oui, c'est ça. On avait une bonne raison de manger des biscuits et je ne me suis pas privée. Vous avez sûrement, plusieurs d'entre vous à la maison, vécu une panne de courant cette semaine. Hein? Oui, 30 septembre dernier, à 11h52, tout s'est arrêté. Hey, moi, j'ai fait une entrevue juste avant 11h30. Elle s'est terminée comme à 11h49, mon entrevue. Et boum, après, on est tombé dans le noir. C'était vraiment chanceux. Alors, 1640 foyers matapédiens ont été privés d'électricité. Oui. Surtout à Cause-Abscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs et Amqui. Les cours ont même été suspendus à l'école secondaire d'Amqui. Un bris d'équipement serait à l'origine de cette panne d'électricité. Et le courant est revenu au courant de l'après-midi. Oui. Je sais que nous, à Amqui, à peu près vers 12h30, c'est réglé. Oh, oui, pour la plupart des maisons et commerces. Oui. Garderie familiale, il y a une entente, là. Il y avait des menaces de grève, il y a eu la grève, et là, finalement, il y a eu entente. Oui. Dimanche, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a annoncé dimanche dernier qu'elle était parvenue à une entente, enfin, avec le gouvernement, ce qui met un terme à la grève générale déclenchée il y a une semaine, ce qui a fait manquer 2 jours. 2 jours quand même pour les parents. Là, pendant 2 jours, les enfants ne pouvaient pas aller à la garderie familiale. Alors, depuis lundi, les parents peuvent donner de nouveau à envoyer leurs enfants à la garderie. Oui. 10 000 responsables des garderies en milieu familial, représentés par le syndicat, seront appelés à s'exprimer sur cette entente lors d'un vote téléphonique du 2, donc depuis aujourd'hui. Au 4 octobre prochain, alors dimanche, et le dévoilement du résultat du vote aura lieu le 5 octobre prochain, donc lundi. Donc, à suivre pour ça, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres grèves. Ça prend en otage une population au complet, ça. Quand les garderies sont fermées, il y a des mamans, des papas qui ne peuvent pas aller au boulot. Il y a fait que ça complique beaucoup les choses. Ça a un impact assez direct. Hein? Ça fait amener une pression, là. Puis on comprend souvent les gens qui manifestent ont le droit, ont leur raison, mais avec le COVID-19, présentement, je trouve on en a beaucoup. Tout à Donc, fait. Ça on peut limiter les manifestations. Oui. Donc, merci Zoé pour ce tour rapide de l'information matapédienne. On s'en va à une courte pause et ensuite, on s'en va te retrouver avec Michel Coutu qui nous parle de l'avenir de Fort Causac en ces temps de pandémie. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Alors, Zoé, tu as rencontré Michel Coutu qui nous parle de l'avenir de Fort Causac et aussi qui sont en période de recrutement pour combler des postes sur le conseil, le comité d'organisation. Oui, à la présidence, un trésorier aussi qui cherche et un administrateur. Donc, si vous êtes intéressé de vous impliquer, Fort Causac, on s'en va voir l'entrevue que tu as réalisée avec Michel Coutu. On est le 29 septembre au matin et je suis présentement avec Michel Coutu, qui est membre du comité de Fort Causac depuis 23 ans et président de Fort Causac depuis 5 ans. Bonjour, Monsieur Coutu. Hey, bon matin. Via ton garage. Oui, exactement. Ce matin,
On avait vu que comme j'étais en congé, ben écoute, on a pris le temps qu'on avait pour le faire. Ben oui, c'est bien correct. Alors, l'édition, j'ai lu selon le petit communiqué que vous avez envoyé sur Facebook cette semaine que vous êtes à la recherche présentement. Ben vous faites du changement dans le comité d'organisateurs. Vous cherchez un président, donc je présume que vous partez bientôt, un trésorier et un administrateur. Ben c'est ça. En fait, c'est que plusieurs personnes allaient quitter le comité après le 25e anniversaire de Fort Cozap. C'était prévu. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis là. Et on doit assurer une relève parce que si les jeunes ne prennent pas la relève de Fort Cozap, il faut que ça perdure dans le temps. Donc, c'était déjà prévu depuis peut-être 2 ans où on avait dit à la plupart des gens du comité, on doit laisser notre place, on doit faire place aux jeunes pour de nouvelles idées, tout ça. Évidemment, la pandémie est arrivée. Mais comme on devait justement le faire, donc on a décidé de quand même de continuer nos recherches parce que c'est pas évident de trouver des gens qui veulent s'impliquer bénévolement autant que ça sur des comités. Vraiment, c'est pas un don de soi là, pour un tel festival. Donc, on a décidé quand même de continuer parce que c'est pas l'an prochain qu'on quitte. Là. Nous, on va accompagner les gens encore une grosse année pour mettre un comité solide en place. Donc, on a tout simplement lancé ça en disant, écoute, si ça vous intéresse, si ces postes-là vous intéressent, vous n'avez seulement qu'à nous donner votre nom, donner ça à Vanessa au service des loisirs à Cozap-Scales, et vous nous dites, moi, j'aimerais être sur le comité, sans nécessairement préciser ce que vous aimeriez faire, parce que, évidemment, nous, on a un cahier de charge assez épais, assez gros. Donc, il faut vraiment répondre à certains critères. N'entre pas sur le comité qui veut, mais les gens qui veulent s'impliquer, qui sont vraiment, vraiment sincères, qui veulent vraiment s'impliquer, il y aura une place pour eux. Là. Oui, le transfert ne peut pas se faire rapidement comme vous. Ça fait 23 ans que vous êtes là, donc je présume que vous avez beaucoup de choses à transférer et aussi à apprendre à la nouvelle personne. Vous avez beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Vous avez dit aussi dans votre communiqué de presse que l'édition 2021, ça sera, si bien sûr avec le COVID-19, si ça va mieux l'été prochain, puis qu'on puisse avoir le festival de Fort Cozap, que l'événement de l'année, ça sera l'événement de l'année dans la vallée de la Matapédia. Ben oui, parce que si on peut faire Fort Cozap dans sa formule habituelle, c'est évident que ce sera un gros événement, exactement comme la fête des guitares, comme tous les festivals qu'il va y avoir à l'été. Si on peut le faire dans la même formule qu'avant, ça va être l'événement de l'été parce qu'avec la programmation qu'on a, les Cowboys fringants, Matt Lang est là, c'est énorme la programmation. Donc, si on peut le faire dans cette formule-là, bravo. Je dirais pour le comité, on a présentement 3 à 4 scénarios sur la table. Okay. Présentement, on travaille comme si rien n'était parce qu'on ne sait pas où on va aller avec ça. Donc là, présentement, c'est comme si le festival avait lieu et on avisera en temps et lieu lorsqu'on aura des nouvelles de la santé publique. OK. Puis les artistes sont confirmés si ça fonctionne, le Fort Cozap? Tout est confirmé dans sa formule originale, oui. Ah, wow! Depuis la semaine suivant l'annulation, tous les contrats ont été re-signés, les addendas. Et il y a plusieurs addendas, évidemment, en formule COVID aussi, si jamais il y a quoi que ce soit. Mais si on peut tenir le festival, peu importe la grandeur, tous les artistes seront là. Donc, ça va être à suivre au printemps. Ah, c'est sûr. Si ça fonctionne, ça va être une grande fête. Ça va faire du bien. Pour finir, j'ai envie de parler 2 petites secondes au directeur de diffusion Mordicus. Hier, il y a eu un point de presse de M. Legault, un point de presse. Puis, c'est ça. Nous, on n'est pas dans la couleur rouge. On est dans la couleur orange à partir du 1er octobre prochain. Donc, je me demandais si vous avez eu peur, du sens que là, ça reste à 250 personnes maximum pour les salles de spectacle. Mais la prochaine couleur, c'est rouge et c'est 50 personnes maximum. Oui, exactement. Là, présentement, pour ceux qui ont tourné au rouge, les spectacles sont tout à fait annulés, puisque les salles de spectacle sont fermées dans le coin de Québec, je veux dire Appalaches, Montréal, la grande région aussi. Donc, c'est un retour en arrière. Ça fait mal, je te dirais, à certains diffuseurs. Cet après-midi, 13h, on a une rencontre avec Rideau, qui est le grand réseau au Québec, pour savoir comment on se positionne. Et demain matin, 9h, avec le Rosec, on aura une deuxième rencontre pour savoir un peu comment ça se passe. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des artistes qui proviennent de ces régions-là. Mais la plupart des artistes, entre autres, si je prends l'exemple de Diffusion Mordicus, avec David Jalbert, Cédric Landry, ces gens-là sont déjà en tournée, sont déjà sur la route depuis quelques semaines.
David est sur la Côte-Nord, Cédric est à Rimouski. Donc, nous, les shows, au niveau de la salle Jean Cossette, il n'y a aucun problème pour le mois d'octobre. Et on aurait pu dire, on demande aux gens de ne pas se rassembler, on demande aux gens, mais je pense qu'ils en ont besoin parce qu'il n'y a personne qui s'est fait rembourser pour David Jalbert. On a retransformé la salle au complet. Il y a à peu près 90 personnes dans la salle sur un total de 123. Tout le monde porte son masque. On peut l'enlever lorsqu'on s'assoit sur le siège. Et il y a des mesures très, très, très strictes pour avoir accès à la polyvalente. Et ça, on les respecte de A à Z. Mm-hmm. Et comme on a déplacé tout le monde est en distanciation. Donc, ça va donner vraiment un show. Et David était à Port-Cartier hier. Il a donné 5 spectacles devant des jeunes plus un grand public. C'était complet. Donc, on va maintenir ça et on va suivre au jour le jour l'évolution. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait des artistes montréalais qui annulent, puisque... Oui, effectivement. Et oui, exactement. Et ça va. On travaille de pair avec eux. On se tient au courant. Si on parle entre autres de Rosalie Jalbert, tout ça, pas Jalbert, mais Rosalie Vaillancourt plutôt. Mm-hmm. C'est maintenu, ça, il n'y a aucun problème. C'est toujours en vente. Et c'est vraiment la production qui va nous dire, écoute, on préférait, parce que c'est quand même 28 jours. Et les artistes sont pas, c'est pas des imbéciles, là. OK? Tu sais, ils savent très bien que si c'est à risque de se déplacer, ils ne le feront pas tout simplement. Et on va pouvoir reporter ou on va annuler. C'est une décision qui va être prise de concert avec des productions. Oui, j'imagine que vous voyez jour le jour aussi, parce qu'il vous faut un plan B si on tombe dans le rouge. Oui, exactement. Exactement. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Michel Coutu, président et membre du comité de Fort Cozap et aussi directeur de diffusion Mordicus. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin et je vous souhaite bonne chance et bonne semaine. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Donc, cette semaine, il y a eu le débat des candidats à la présidentielle des États-Unis. Personnellement, j'ai rien compris. Je comprends absolument rien. On a eu une experte en entrevue cette semaine, Zoé, pour parler de ça. Oui, c'est justement pour ça, Andréane Bissonnette, une experte des élections présidentielles aux États-Unis. J'ai eu une entrevue ce matin, ce vendredi, avec elle. Puis, ça touche les États-Unis, même si c'est pas notre pays, ça touche un peu... Ça nous touche. Tout le monde sait qui le président des États-Unis. Alors, elle va juste, finalement, nous explique un peu grossièrement comment ça marche, la gouvernance là-bas, par rapport à ici. Et aussi, si Joe Biden est élu, quelles répercussions que ça va avoir. Okay. Mais aussi, si Donald Trump est encore élu, aussi les conséquences que ça va avoir, mais pas juste aux États-Unis, on parle aussi dans le monde entier et au Canada. Ah, bien, c'est très intéressant. Puis en plus, Andréane Bissonnette va donner une conférence au CEMEC aussi la semaine prochaine. Oui. Excellent. Oui, donc on vous donne un petit avant-goût. Oui. Présentement, c'est les élections présidentielles aux États-Unis. Vous voyez sûrement beaucoup ça passer aux nouvelles. Et je suis présentement avec Andréane Bissonnette, qui est chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis pour un peu en parler avec nous et démêler tout ça. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors, pour commencer, je parlerai peut-être pas des élections tout de suite, mais on aimerait juste comme démêler un peu, expliquer comment ça se déroule grossièrement la gouvernance aux États-Unis, parce que c'est vraiment différent qu'au Canada finalement. En fait, au Canada, on est dans un régime parlementaire, donc on a un premier ministre élu qui siège à la Chambre et on a un Sénat qui a un rôle un peu plus dans l'ombre dans notre système parlementaire, alors qu'aux États-Unis, on est dans un régime présidentiel, donc on a une division des pouvoirs plus marqué entre l'exécutif, donc le président élu, qui nomme son cabinet plutôt que d'être un cabinet élu comme au Canada. Okay. Et on a le pouvoir législatif qui est composé d'un congrès à 2 chambres, donc la Chambre des représentants d'un côté et le Sénat de l'autre côté, et qui se partagent les pouvoirs législatifs, donc notamment le fait de faire des lois, le budget, également la nomination aux cours, comme à la Cour suprême. Donc c'est vraiment 2 types de systèmes politiques qui sont distincts à ce niveau-là. OK. La différence entre le Sénat et le Congrès, c'est ça? La Chambre des représentants. La Chambre des représentants. La différence, parce que je pense que les deux gèrent 2 choses différentes, ou je pense qu'il y en a un qui est comme peut-être supérieur à l'autre, il me semble. En fait, au Sénat, c'est 100 sénateurs, donc 2 par État, qui sont élus et qui représentent. Donc, chaque État a une représentation qui est égale.
2 par État. Alors qu'à la Chambre des représentants, c'est une représentation qui est sur le poids de la population. Donc, selon la population dans un État, il y a un nombre différencié de représentants. Donc, il y a beaucoup plus de représentants, par exemple, de la Californie et du Texas que du Wyoming et du Montana. Donc, ce sont des États qui sont moins populeux. Après, vraiment, la division des pouvoirs, c'est prévu dans la Constitution des États-Unis. Donc, on a une séparation des pouvoirs législatifs, mais essentiellement, là, les deux vont adopter des lois. Les lois doivent être adoptées dans le même langage dans les 2 chambres du Congrès. Et par la suite, donc notamment dans le processus de nomination, c'est uniquement le Sénat qui va confirmer les nominations du président, alors que la Chambre des représentants a un rôle plus prédominant sur le budget, par exemple. Donc, ils ont chacun leurs avenues là, de travail. OK, je comprends. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que le président des États-Unis ou la présidente, bien sûr, n'a pas tous les pouvoirs finalement. Exactement. Donc, c'est un système de poids et contrepoids aux États-Unis. Donc, on a en fait les 3 pouvoirs, le législatif, qui est le Congrès dont on vient de parler, l'exécutif, qui est la présidence, et le judiciaire, donc la Cour suprême. Et il y a un équilibre de pouvoir entre les 3. Et la façon dont les pères fondateurs ont pensé le système aux États-Unis, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas aucun des 3 pouvoirs qui puisse s'approprier tous les pouvoirs et devenir, dans le fond, prendre le contrôle du gouvernement des États-Unis. Donc, il y a un système, en fait, de surveillance, si on veut, entre chacun des pouvoirs. OK. Puis là, on entend beaucoup parler c'est quoi la différence entre les démocrates et les républicains? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Là, on sait présentement il y a plus de républicains que de démocrates au gouvernement, finalement. En fait, en ce moment, le parti de Donald Trump qui est élu est le parti républicain. Donc, c'est un peu la même chose que si on compare ici les libéraux et les conservateurs. Donc, en fait, c'est qu'aux États-Unis, on a, plutôt qu'au Canada, d'avoir plusieurs partis qui sont représentés à la Chambre des communes. Aux États-Unis, c'est 2 grands partis qui sont représentés. Donc, en fait, les démocrates, ce sont un parti qui penche plus vers des idées progressistes, vers un plus grand interventionnisme du gouvernement, notamment, alors que du côté des républicains, c'est un parti qui est plus conservateur autant sur les enjeux moraux que sur les enjeux fiscaux. Donc, on veut avoir un moins grand activité du gouvernement dans la vie des gens, donc restreindre un petit peu plus les dépenses à ce niveau-là. Et donc, ce sont les 2 grands partis qui sont représentés à Washington et également, ce sont les 2 grands partis qui dominent pas mal toute la scène politique aux États-Unis, là, autant dans les élections locales que présidentielles. OK. Là, j'aurais envie de savoir, parce qu'on entend beaucoup parler que ça soit, parce que là, c'est entre Joe Biden et Donald Trump que ça se passe présentement. Puis, on entend beaucoup parler que en gros, je vais le dire grossièrement, que ça va brasser, peu importe c'est qui va être élu. Donc, j'aimerais savoir les impacts sur les États-Unis, si c'est Joe Biden ou Donald Trump qui est élu le 3 novembre prochain, et aussi les impacts sur le monde entier et le Canada aussi, parce qu'on s'entend que les États-Unis prennent beaucoup de place, beaucoup de pouvoir dans le monde, le pays des États-Unis. Oui, donc en fait, aux États-Unis, c'est vraiment, là, on regarde cette élection-là, puis on voit beaucoup plus que c'est et c'est les candidats qui le disent également eux-mêmes, là, donc pratiquement un référendum sur vers où on veut aller en tant que pays. Parce qu'on a 2 visions qui sont relativement opposées, qui sont actuellement présentées par Donald Trump et par Joe Biden. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails de leur plateforme électorale, de où ils amèneraient chacun le pays. Du côté de Joe Biden, on a une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les enjeux sociaux actuellement, rétablir les États-Unis comme lieu d'accueil pour l'immigration notamment, réintégrer les accords de Paris et la lutte contre les changements climatiques. Alors que du côté de Donald Trump, on continuerait dans le chemin qu'on a tracé depuis 4 ans, donc une ligne plus dure sur l'immigration, une concentration sur l'économie également dans les discours et un retrait des accords internationaux comme on l'a vu dans les dernières 4 ans. Sur la scène internationale, ce que ça veut dire, pour le Canada, c'est sûr que les relations sont très proches, peu importe qui est au pouvoir des 2 côtés. Et on l'a vu à travers les années. En fait, même s'il y avait des désaccords entre les dirigeants des 2 pays, les relations étaient relativement maintenues, notamment par le biais des représentations sur le terrain. Et à ce niveau-là, le Québec est bien placé avec ses délégations du Québec et ses bureaux du Québec aux États-Unis qui permettent de garder des relations bilatérales avec les législatures d'État. Donc, notamment pour faire avancer des dossiers sur les questions de l'énergie, sur les questions du commerce, mais aussi les échanges culturels. Donc, on voit déjà ce
système-là est en place depuis des années et continue, peu importe là, qui est au pouvoir à Washington. Et sur la scène internationale, c'est vraiment deux visions opposées entre une participation plus grande du côté de Joe Biden aux institutions internationales, alors que du côté de Donald Trump, on a moins d'intérêt à être activement dans les institutions internationales. OK. OK, je comprends. On a su ce matin, vendredi, que Donald Trump et sa conjointe, sa femme, sont infectés par le COVID-19. Donc, j'aimerais savoir quel impact ça va avoir sur les élections américaines, parce que ça n'a jamais arrivé finalement de changer la date de vote. Finalement, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. Donc, est-ce que ça pourrait arriver cette fois-ci? Quel impact que ça va avoir? La date de l'élection est prévue dans la Constitution. Donc, en fait, on vote toujours le premier mardi suivant le premier lundi de novembre. Donc, c'est assez particulier comme date, mais c'est toujours cette date-là. Ce qui fait que cette année, c'est le 3 novembre. Là où ça peut avoir un impact, c'est qu'en fait, Donald Trump compte beaucoup sur les rallyes pour vraiment électrifier sa base. Et également, on a encore des débats à venir. Donc, il y a eu un débat mardi dernier. Le 7 octobre prochain, il y a le débat de la vice-présidence. Mais le 15 et le 22 octobre, il y avait des débats présidentiels qui sont prévus. Donc, ce sera de voir dans la journée là, comment est-ce qu'on va réorganiser ce calendrier-là, parce que le prochain débat présidentiel, le 15 octobre, est à moins de 14 jours, donc moins que la période de quarantaine auquel Donald Trump et sa conjointe doivent se soumettre. Donc, ce sera de voir comment il va réorienter sa stratégie de campagne alors qu'il ne peut pas quitter son isolement et quel impact ça va avoir sur le type de message également qu'il va envoyer, parce qu'on sait que depuis le début, sur la question de la COVID, il a un bilan qui est fort critiqué par les électeurs américains. Donc, ce sera de voir si son discours sur cet enjeu va également se modifier, ou si, comme Jair Bolsonaro au Brésil, même s'il a eu la COVID-19, son discours ne s'est pas beaucoup modifié. Donc, ce sera de voir aussi là, au niveau du discours et au niveau de la forme, donc la façon dont il va mener sa campagne, comment ça va évoluer à ce niveau-là. OK. Donc, on ne peut pas changer la date du 3 novembre, mais peut-être qu'ils vont changer la date du débat, finalement, là, qui est dans son 14 jours, ou peut-être qu'il va la faire via vidéoconférence, mais c'est peut-être moins intéressant un peu. Ce sera à voir là, les discussions qu'il va y avoir entre la commission des débats présidentiels et les deux partis. Donc, il doit y avoir des discussions à ce niveau-là et voir quelle entente sera trouvée. OK. J'ai vu qu'une de tes spécialités, finalement, dans les élections présidentielles des États-Unis, c'est aussi le côté des femmes. Puis, je me demandais, est-ce qu'il présentement, il y a une bonne représentation des femmes en politique aux États-Unis? Actuellement, c'est une bonne représentation si on se met dans une perspective historique, parce qu'au niveau du Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, on est à peu près à 25% d'élus femmes et 75% d'hommes, ce qui est le plus haut taux de représentation des femmes au niveau de Washington historiquement. Donc, en 2018, lors des dernières élections de mi-mandat, on a vraiment eu une augmentation marquée de nombre de candidates qui se sont présentées. Et c'était des chiffres historiques, si bien qu'on a appelé 2018 l'année des femmes au niveau de la représentation. Et ce qui va être intéressant de suivre le 3 novembre prochain, c'est qu'en fait, cette année, on dit le nombre de candidates qui se présentent est encore plus élevé que celui de 2018. Donc, il y a encore plus d'intérêt de la part des femmes à se lancer en politique. Et cette année, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des femmes de la diversité. Donc, on a non seulement des femmes blanches qui pourraient être élues, mais également d'avoir une représentation au Congrès qui est plus proche de la société américaine, donc en fait, qui est plus diversifiée également. Donc, c'est très intéressant à suivre cette augmentation de la représentation des femmes et également l'impact que ça a d'avoir une plus grande représentation sur la volonté d'autres de se présenter. Oui, bien, on sent chez Joe Biden et Donald Trump un intérêt d'élire des femmes, là, autour d'eux, d'être entouré de plus de femmes. Chez Joe Biden, effectivement, là, c'est quelque chose qu'il a mis de l'avant assez tôt. Il a dit notamment qu'il allait avoir une colistière, donc et c'est Kamala Harris qui est sa candidate à la vice-présidence. Du côté de Donald Trump, bien qu'il mette de l'avant qu'il agisse pour les droits des femmes, lorsqu'on regarde son cabinet, c'est un des moins diversifiés
des dernières années. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a quand même une cassure à ce niveau-là, autant par rapport au président démocrate qu'au président républicain précédent. Il y a moins de femmes au niveau de son cabinet. OK. Ah, au moins, il y a une belle progression au niveau, il y a plus de femmes, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le 6 octobre prochain, à 19h, tu fais une conférence sur Zoom, puis je sais que les gens, c'est possible de participer finalement sur la page Facebook du Centre matapédien d'études collégiales d'Amqui. Finalement, vous pouvez aller sur la page Facebook et vous inscrire si vous voulez participer. Andréane Bissonnette va parler des élections présidentielles. Merci beaucoup, Andréane. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Puis je suis sûre que les gens comprennent un peu plus maintenant. Personnellement, j'écoute les nouvelles, je comprenais quand même. Je m'instruis, je lis des articles, mais c'est bien d'avoir plus une image de chacun, parce qu'il y a le Sénat, donc c'est le fun de savoir un peu plus comment ça fonctionne là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Laval Morin. Alors, c'était un choc et ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. C'est un homme très déterminé, respectueux des autres. Zoé, tu as eu la chance de rencontrer une matapédienne colorée que je qualifierais Marie-Lou Thériault, qui vient d'écrire un livre. Oui, c'est pas une écrivaine. Non. C'est pas une autrice. Non. Mais elle a écrit un peu sur sa vie, finalement. Elle a fait une biographie. Sa vie à 25 ans a changé, finalement. Elle a fait un trouble crânien, qu'on appelle. Un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien. Ouais. Puis, elle se souvenait plus, et elle se souvient pas encore de sa vie de 0 à 25 ans. Donc, c'est super intéressant. Donc, si vous voulez se procurer son livre, on le dit un peu à travers toute l'entrevue, mais ça va être dans les Archambault ou elle-même sur son Facebook avant des livres aussi. Oui. Mais si vous voulez un petit avant-goût, dans le fond, on en parle durant l'entrevue. Donc, on s'en va retrouver Marie-Lou Thériault. Et toi, Zoé? Je suis présentement avec Marie-Lou Thériault, une matapédienne qui habite présentement au Lac-aux-Saumons, qui a écrit une biographie. Bonjour Marie-Lou. Allô? Est-ce que tu dois, vu que tu as écrit une biographie, est-ce que tu te vois comme est-ce qu'on peut dire écrivaine, autrice? Pas encore, je te dirais, la folie depuis 48 heures. Oui. Ah, c'est vrai, mais non, je me vois pas du tout comme une écrivaine parce que c'est pas mon travail premier, mais je suis fière d'avoir pondu ça. Oui, donc, ton livre qui s'appelle Renaître à 25 ans a été publié il y a 2 jours, le 28 septembre dernier. Tu as déjà, parce que présentement, je tiens à dire, on est le 30 septembre, parce que l'émission va être diffusée vendredi, le 2 octobre. Mais juste pour dire que là, jusqu'à présent, tu as à peu près autour de 150, 160 livres. Non, tu as autour de 70 livres de vendus, je pense. Hey, non. En 48 heures, je suis rendue à 200 livres de vendus. OK, à 48 heures, déjà 200 livres de vendus. OK. Puis là, c'est pas fini. Oui. Non, c'est vraiment pas fini. Puis c'est ça, là, la maison d'édition, on s'est parlé ce matin, puis elle avait envoyé une commande de 200 livres, puis là, elle vient de les rappeler pour les changer pour en avoir 500 le plus vite possible. OK, bon. Fait que déjà, 200 livres de vendus. Tu vas en avoir d'autres bientôt que toi, tu vends toi-même. Puis en plus, il va y avoir la version électronique iBook. Puis aussi, ça va être bientôt dans les Archambault. Oui. Bon, parfait. Donc, pour les gens, s'ils veulent se le procurer. Donc, la biographie Renaître à 25 ans, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi ce titre? Parce que je te dirais que j'ai eu 2 vies, puis à 25 ans, j'ai tombé en bas de ma maison. Fait que j'ai eu un saignement dans le cerveau, puis ça a créé un traumatisme crânien. C'est un genre d'ACV, mais un ACV provoqué. Fait que on dit provoqué parce que c'est moi qui l'ai provoqué. C'est pas un saignement qui est arrivé comme ça. Fait qu'à 25 ans, je me suis retrouvée paralysée en chaise roulante, réadaptation, Institut François Charon à Québec. Des années plus tard, mais là, il est resté quelques séquelles, mais ça, c'est juste drôle parce que un moment donné, je marche puis mon cerveau oublie d'envoyer la commande à ma jambe, fait que je me plante. Fait que ma mère a trouvé ça super drôle quand je marche avec elle.
Donc, tu te souviens pas de ta vie avant tes 25 ans? Il y a un gros blackout. Je devais revenir en 6 mois. Mais non, j'ai réappris avec tous mes albums photos. Puis, j'ai gardé quand même 3 amis de ma vie d'avant qui ont toujours été là. Puis, on passait des heures et des heures et des heures à se raconter mes multiples niaiseries ou ben non, les sorties qu'on faisait, puis tout ça. Mais en gros, il y a des affaires qui m'ont plus marqué que d'autres. Mais en gros, non. Ça a comme. Puis c'est peut-être psychologique qui a embarqué aussi. J'avais la chance de me faire une deuxième vie, fait que j'ai voulu effacer la première. Puis c'est un peu. J'en parle un peu dans mon livre aussi. Fait que c'est comme. Merci, tu sais, d'avoir fait une mauvaise décision de grimper sur le toit, mais ça n'a apporté que du beau de tout ce temps-là. Ben oui, puis l'important, c'est que tu es avec nous aujourd'hui. Puis ça a été plus difficile, j'imagine, pour les gens autour de toi qui se souviennent de l'ancienne Marie-Lou et qui voient la nouvelle. C'était dur pour l'entourage quand ils m'ont vu, parce que les premières heures, ils ont rencontré ma famille puis mon conjoint pour lui dire que j'allais peut-être pas passer la nuit. Puis là, après, est-ce que j'allais peut-être jamais remarcher? Puis ça a été comme... Les domaines hospitaliers, on connaît ça, mais ça a été de l'incertitude beaucoup au début. Puis de me voir comme ça, pluguée de partout, ben, tu sais, c'est leur vie au complet qui a bouleversé, parce que moi, j'avais 2 ans, fait que c'est ma mère qui est obligée de prendre la relève de cette petite-là, parce que mon chum, lui, était à Québec avec moi. Mon père est monté aussi, les deux étaient là. Mais c'est ça, c'est leur vie au complet qui a chamboulé, parce que c'est ça. Là, eux autres se sont rendus compte du jour au lendemain que là, j'étais plus là, puis que j'allais peut-être même pas survivre à ça. C'est clair. C'est beaucoup ça a été, elle marche peut-être plus, ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'incertitudes. Puis oui, j'imagine, comment expliquer à un enfant de 2 ans la situation que maman doit réapprendre à faire certains trucs qui est de base, puis aussi qui ne se souvient pas finalement de son enfant, de l'accouchement et tout. Mais comme tu me disais un peu plus tôt avant l'entrevue, au moins il y avait des vidéos que tu pouvais comme revoir ta vie avant, puis ça t'a aidé à retrouver un petit peu la mémoire des partiels? Oui, mais sauf que mon gars, il avait juste 2 ans. Fait que lui, dans sa tête, il était rendu à 3 ans, puis il passait à côté de l'échelle, puis il donnait un coup de pied dessus, il disait « Maudite échelle à la merde ». Puis lui, tu sais, il s'est mis comme des parents qui font peur aux enfants. Si t'es pas fait, la police va venir te chercher. Mais lui, il s'est mis à pas aimer les ambulanciers. Parce que les ambulanciers étaient partis avec sa mère, puis ils l'ont pas ramené. Mais tu sais, quand je suis sortie des vapes, puis qu'il est venu à Québec au pied de mon lit, j'ai regardé ma mère, j'espère que tu me diras pas que c'est à moi, hein. Parce que moi, tu sais, comme j'avais le petit bout au pied de mon lit à 2 ans, puis je me demandais donc qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Il sortait de où? Puis, tu sais, ça a été vraiment... puis à Québec, au début, ma mère, elle me donnait mon bain en même temps que mon gars, puis je me rappellerai toujours. Il avait essayé de m'arracher les yeux. Lui, il voulait se venger, là, tu sais. Lui, il avait juste 2 ans. Puis j'avais crié à ma mère, j'ai dit, viens ramasser ton petit mongol parce que je vais le nailler dans le bain. Mais tu sais, c'était comme mon frère. Puis on a comme entretenu une relation de genre de coloc. Puis il a super maturé vite parce qu'après, il remontait me voir à l'Institut de réadaptation. Puis, tu sais, pousser sa mère en chaise roulante quand t'as 2 ans, c'était une autre affaire. Puis il a toujours aimé aller jouer avec ma grand-mère à moi, qui est son arrière-grand-mère, au foyer, aller jouer aux cartes, mais il inventait ses règlements. Tu sais, il a toujours pas été un enfant normal, finalement. Ben oui, mais c'est sûr que ça... Il a grandi trop vite. Oui, en même temps, lui, il a vécu jeune, il a appris jeune que la vie, hein, du jour au lendemain, ça peut être différente. Donc, non, c'est ça. Puis pour le conjoint aussi, je présume que ça a dû être difficile, parce que vous vous souvenez plus, finalement, comment vous êtes tombés amoureux, comment ça s'est fait. Oui, puis tu fais pas l'amour avec un inconnu du jour au lendemain non plus. Non. Je te dis, t'es patient. C'est un des commentaires que j'ai reçus après que le monde a lu mon livre et on dit, mon Dieu, comment ça qu'il est encore là? Mon Dieu, on dirait le film Les 50 premiers rendez-vous avec... Ça y ressemble, ça part d'être traumatique crânien aussi. Là. Oui, non, c'est vraiment ça. Ouais. Tu peux écouter des fois ce film-là pour te rassurer. Parce qu'elle perd la mémoire à toutes les 24 heures. Donc, on n'en dira pas plus pour que les gens puissent lire ta biographie. Mais pour finir, j'avais envie de parler avec toi. Ça t'a pris 8 ans à écrire ton livre, ta biographie. Pourquoi? Parce que j'écrivais un bout, puis après, je me rappelais plus que je l'avais écrit. Non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est parce que... J'adore. C'est parce que j'allais voir mes parents, puis là, je disais, c'est-tu dans ma mémoire? J'ai-tu inventé ce bout-là? Il me semble que... Puis, tu sais, on me fait raconter ma vie, puis tout le temps, tu sais, j'ai fait extrêmement beaucoup de recherches parce que là, il fallait que j'écrive un avant. Là, je suis pas... Oui, renaître à 25 ans, mais j'avais quand même 25 ans. Fait que là, il fallait que je parte de quelque part aussi. Puis, tu sais, c'est super dur à un moment donné à se mettre... Ben, pas à se mettre, mais à vivre tout le temps comme ça, la pression, la business. Moi, Pascal m'avait dit en 2009, là, elle dit, tu sais, faut que tu te partes un centre d'idéal-protéines. Tu le sais comment faire. Tu sais, moi, je suis en ligne avec idéal-protéines en 2008. Puis là, elle disait, t'as tout pour aider le monde. T'as pas le choix. Puis moi, je me disais, non, traumatisme crânien, je sais pas comment je serais jamais capable. Puis ma mère a dit, moi, je vais faire ton administration. Toi, occupe-toi du monde. C'est blanche. Fait que, tu sais, ça m'a comme donné un coup de pied. Fait que je suis partie, je me suis partie en entreprise. J'avais arrêté la photo aussi parce qu'avec un bras qui marche pas. Mais juste une petite parenthèse. Dans le fond, toi, tu es coach pour le coach au centre de perte de poids idéal protéines. C'est ça? Pour que les gens te remettent en. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de matapédiens qui te connaissent en tant que coach, mais aussi en tant que photographe. Oui, bien c'est ça, c'est des centres autorisés. Fait que moi, j'ai un centre autorisé idéal protéines qui s'appelle Métamorphose Marie-Lou Thériault. OK. Juste depuis janvier, on est rendu à 2200 livres de perdus. C'est un protocole médical, puis c'est ça, les gens, ils viennent pas perdre 5 livres pour être beaux. C'est une question de santé. Perte d'insuline, hypertension, tu sais, les gens, c'est pas du paraître, c'est du médical, puis tu sais, moi, je suis là pour les aider à perdre du poids parce que en enlevant du poids, c'est sûr que le système, c'est la vie. Là. Le système, il est heureux, puis c'est la santé. Là. Oui, puis en racontant ton histoire, c'est une super de belle motivation pour ces gens-là parce que toi, tu as vécu la réhabilitation au complet. Au complet. Au complet. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Lou Thériault, son livre va être bientôt, comme on a dit un peu plus tôt, dans les Archambault. Puis aussi, toi, tu en vends sur ta page Facebook, finalement? Oui, bien, on m'appelle, on m'écrit, Messenger, texto, c'est innombrable le nombre de places que vous pouvez me rejoindre. Virement Thérapie, crédit avec la clinique, personne n'hésite. Moi, c'est moi seule qui les vend jusqu'à maintenant. Parfait. Bien, merci beaucoup. On est très contents, très heureux que tu sois là parmi nous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Christo, notre chroniqueur, nous fait encore découvrir un album de musique québécoise cette semaine. Encore un album de musique? Ben oui, j'imagine que c'est juste ça qu'il a le temps d'écouter en étudiant en même temps. Ça va voir qu'est-ce que Christo nous fait découvrir. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Cette semaine, je vous parle encore de musique, car il y a un album qui est sorti dernièrement, album québécois, que j'adore, donc je voulais vous en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier album de Patrick Groux et les Bas Blancs, Besoin de rien. Alors pour mettre en contexte, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Patrick Groux, Patrick Groux c'est un humoriste mais qui a aussi eu un groupe musical qui s'appelait Patrick Groux et les Bas Blancs. Ils ont sorti 2 albums et plusieurs années plus tard, il nous sort le 3e album. Ce que j'adore de cet album-là, c'est son histoire. C'est un album qui a été réalisé durant le confinement, donc tous les artistes qui ont participé à cet album-là ont tous fait leur travail, chacun de leur côté, pour ensuite tout mettre ensemble pour créer l'album. Et ça paraît pas du tout que c'est un album un peu fait, on va dire, à l'arrache. C'est pas tout le monde dans le même studio, sans doute en facecam, comme n'importe qui pendant le confinement finalement. Mais c'est ça s'entend pas du tout. On dirait vraiment de la musique de studio très 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 professionnelle, semblable à n'importe quel autre album québécois qu'on peut retrouver en termes de qualité sonore. Donc chapeau à Patrick Groux et sa gang d'avoir pu réaliser ça en plein confinement, chacun de leur bord, puis d'avoir mixé ça ensemble, puis que ça donne ce résultat-là, juste wow. De quoi parle la musique de Patrick Groux et les Bas Blancs? Patrick Groux et les Bas Blancs, moi je les connaissais surtout dans un terme humoristique. Je les connaissais pour de la musique humoristique.
Alors j'étais agréablement surpris, et surtout très surpris, quand j'ai écouté l'album, parce que c'est un album commercial, c'est pas du tout humoristique, ça traite de plusieurs sujets dont la liberté, le bien-être, l'amour, et il y a 2 petites tunes à la fin de l'album qui parlent bien entendu de confinement et de déconfinement. Ça s'est fait durant le confinement, donc il y avait comme pas vraiment le choix de parler de ça, je crois. Et l'album est vraiment fait pour qu'on l'écoute de A à Z, de la première chanson à la 8e chanson. Il y a 8 chansons sur l'album, car les thèmes sont divisés. Au début, ça parle justement de bien-être, de liberté. Après ça se met à parler un peu plus d'amour. Et à la fin, ça parle de confinement, déconfinement. Donc quand tu l'écoutes dans son entièreté, tu découvres un peu vraiment là, l'univers de Patrick Groux, c'est dans ses écrits, dans ses textes. C'est aussi des textes très beaux. Il y a des musiques, il y a des paroles que j'ai écoutées sur cet album-là. J'en ai eu des frissons, pour vrai, c'était magique, les paroles. Il y a des moments à la métaphore extrêmement belle. Alors on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, et bien un son aussi vaut 1000 mots. Donc je vous laisse sur des extraits de l'album. Des fois je me vois comme dans un film, dans la boîte d'un pick-up, à jouer la ruine babine, jusqu'au prochain truck stop. J'aimerais rouler dans le désert, comme tous ces virevoltants, que le vent pousse au bout de la terre, pour voir les océans, besoin de rien, où je m'en vais. Y'en a qui pensent que c'est pas facile, que la vie est même difficile, que l'amour c'est pas pour tout le monde, que la route est pénible et longue. Si tu vois quelqu'un d'un peu down, faut donc y passer un peu long. Lâche-le pas, fais ce que tu peux, on a le droit de rire même quand il pleut. On a tout, pis moi pis c'est tout. Le bonheur dans les yeux comme de jeunes amoureux. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. On se retrouve la semaine prochaine dans votre hebdomadaire d'info.tvc pour encore une fois parler de culture québécoise. Merci, c'était Christo. Ciao! Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité pour nous cette semaine. Ça fait plaisir. Et on manque pas, surtout le télé-bingo de ce dimanche. C'est le premier bingo du mois, donc la carte pleine est à 1000 $. On court tout de suite dans nos points de vente s'acheter des cartes de bingo. Et aussi, en émission spéciale cette semaine, les spectacles du printemps dernier de Secondaire en spectacle d'Amqui et de Sébec. Et on a recommencé à vous diffuser Héritage. Et cette semaine, notre invité, Monsieur Laval Morin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine.